Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Élection présidentielle en République démocratique du Congo. Allons-nous vers un nouveau rendez-vous manqué? Selon la commission électorale, l'élection ne pourra se tenir avant début 2018, alors qu'elle était programmée au plus tard le 31 décembre 2017. Chaque année, le secteur informel génère des milliards de dollars en Afrique. Son importance est indéniable. Dans certains pays, il représenterait jusqu'à 65% du produit intérieur brut. Et puis la Banque africaine de développement renforce son investissement dans les projets de connectivité au Maroc, notamment dans les transports ferroviaires, aériens et routiers. En République démocratique du Congo, les inscriptions sur les listes électorales se poursuivent en vue de l'élection présidentielle. Parallèlement à cet enrôlement, les Congolais sont toujours dans l'attente d'un calendrier électoral pour ces élections prévues pour fin 2017. Un scrutin qui, selon la commission électorale, ne pourra pas se tenir avant début 2018. Zahra Mohamed Moutiou. La refonte du fichier électoral devrait se poursuivre jusqu'au 31 juillet en République démocratique du Congo. La commission électorale vise les 42 millions d'inscrits. Dans la capitale Kinshasa comme dans les 11 provinces du pays, les autorités continuent d'appeler à la mobilisation autour de cette élection présidentielle. Un scrutin très attendu mais dont la tenue demeure incertaine. Et les récents propos du président de la commission électorale sont loin de rassurer les Congolais. Le scrutin initialement prévu en 2016 puis finalement repoussé à fin 2017 ne pourra finalement pas avoir lieu avant début 2018. Le Congo a aujourd'hui la possibilité d'une première alternance pacifique. Mais cette alternance pacifique ne peut se faire que si on organise bien les choses sans qu'on ait dans la précipitation. À la suite de cette annonce, l'opposition congolaise se dit indignée. Dans l'accord signé le 31 décembre 2016, pouvoir et opposition s'étaient pourtant engagés à organiser les élections présidentielles, législatives et provinciales au plus tard en décembre 2017. La CENI n'a pas encore fait une déclaration. La CENI va procéder à une évaluation en bonne et due forme du processus conformément à l'accord du 31 décembre. L'accord indique en effet que la CENI procède avec le gouvernement et le Conseil national de suivi de l'accord à une évaluation et il pourrait déterminer la date. Dès cela, après cette évaluation, la CENI va publier le calendrier électoral. Un second report des élections risque d'aggraver la crise qui prévaut en République démocratique du Congo depuis le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. L'accord passé le 31 décembre 2016 avait permis d'apaiser les manifestations. Bilan de la deuxième session parlementaire au Cameroun. 9 projets de loi ont été examinés et adoptés. Projets relatifs entre autres au cumul des fonctions et au code de justice militaire. Thierry Ngogang et Idelette Mirabel-Bisson. 9 projets de loi soumis aux 180 membres de l'Assemblée nationale camerounaise ont finalement été votés au terme de la seconde session ordinaire qui s'est tenue du 8 juin au 7 juillet 2017. Il s'agit entre autres des projets de loi relatifs au Code de justice militaire, se modifiant l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême par la création de la section du Common Law, ou encore se portant statut général des entreprises et des établissements publics. En ce qui concerne le nouveau Code de justice militaire, il s'inscrit dans la dynamique de modernisation des forces de défense initiée depuis 2001, avec en toile de fond un renforcement de l'état de droit. Tous les projets sont intéressants et peuvent retenir notre attention puisqu'il y a la modernisation, la modification du code de justice militaire qui doit être un complément à la modernisation de la justice au Cameroun, puisqu'on a un code de procédure pénale qui a déjà été adopté, puis un code pénal récemment l'année dernière. Donc le code de justice militaire ne peut que rentrer dans la même droite ligne. Après cela, nous avons toutes les lois qui ont été prises pour les entreprises et établissements publics. Nous pouvons dire, et comme il a été annoncé, qu'elles ont été prises sous l'influence des institutions financières internationales suite aux difficultés économiques que connaît la sous-région. Le projet de loi portant statut général des entreprises et des établissements publics a quant à lui suscité des controverses au sein de l'opinion publique. Réclamé par les institutions financières internationales, il vise à dépoussiérer l'actuelle loi sur les établissements publics en vigueur depuis 20 ans, mais très peu appliquée, notamment en ce qui concerne la durée de mandat des dirigeants.
C'est une loi qui vise un peu la diminution des cumuls. Des cumuls au niveau des présidents des conseils d'administration, par exemple. Là, les ministres ne peuvent être que présidents du conseil d'administration seule fois, une seule société, je veux dire. Et de même, par exemple, les députés n'ont plus droit à être président des conseils d'administration des sociétés publiques. Il est là question que chaque société publique ne puisse avoir qu'un seul président de conseil d'administration. L'avènement de la section anglophone de Common Law à la Cour suprême va ainsi renforcer le fonctionnement du système judiciaire, car elle représente une avancée notable dans la promotion du multiculturalisme au Cameroun. Tous ces projets de loi entreront en vigueur dès leur promulgation par le président de la République. Difficile à quantifier par nature, l'économie informelle occupe une place centrale sur le continent. Commerçants, artisans, couturiers, le marché informel représente aujourd'hui entre 20 et 65% des pays d'Afrique subsaharienne. Les détails avec Idélène Mirabel-Bisson. Le marché informel représente entre 20 et 65% du produit intérieur brut des pays d'Afrique subsaharienne. Selon le Fonds monétaire international, dans des pays comme l'île Maurice, l'Afrique du Sud ou encore la Namibie, l'économie informelle varie entre 20 et 25% du PIB, tandis que dans d'autres comme le Bénin, la Tanzanie ou le Nigeria, elle varie entre 50 et 65% du PIB. Au nombre des facteurs qui stimulent le développement du secteur informel en Afrique, au sud du Sahara, les charges fiscales et sociales, la qualité des institutions et la taille du marché. Le secteur informel en Afrique représente énormément pour l'économie, pour le social, parce que quand vous regardez, vous prenez le cas du Cameroun, du Tchad, ou bien de l'Afrique du Sud, un peu du Ghana également, généralement là-bas, les pouvoirs publics ne recrutent pas assez. Donc le secteur informel reste encore un bassin, le plus grand fournisseur d'emplois. J'aime bien appeler ça un amortisseur social. La reconnaissance du secteur informel par les États se présente comme un préalable à l'élaboration de politiques publiques. Formaliser les activités de ce secteur est une préoccupation des États. En Afrique de l'Ouest, par exemple, l'informel représenterait environ 75% des emplois. Au Sénégal, des avancées considérables ont été enregistrées. Au Sénégal, le secteur informel est proéminent parce que le dernier recensement des entreprises a montré que 97% des unités économiques sont du secteur informel. Le gouvernement comprend un ministère en charge du secteur informel. Et ce ministère, justement, a mis en place des instruments pour la promotion du secteur informel à travers 3 axes. Il y a la formalisation de ce secteur, son encadrement et son financement. Aujourd'hui, les États réfléchissent sur la mise en place de cadres réglementaires adaptés à la réalité économique de chaque pays. Les régies financières, notamment la douane et les impôts, véritables entrées de devises, ont peu de capacité d'intervention dans le secteur informel. Au Maroc, le secteur des transports est soutenu depuis plus de 30 ans par la Banque africaine de développement avec un investissement estimé à plus de 1,7 milliard d'euros, ce qui confère au royaume chérifien la place de premier récepteur des fonds provenant de la BAD. Plus de précisions avec Idélène Mirabel-Bisson. Au Maroc, la Banque africaine de développement BAD a financé l'agrandissement de l'aéroport de Marrakech en injectant 240 millions d'euros. La contribution de la BAD au renforcement des transports à Marrakech touche notamment le ferroviaire et l'aérien. L'institution bancaire panafricaine, qui a injecté 112 millions de dollars pour le transport ferroviaire, accompagne le Maroc dans ses chantiers infrastructurels pour atteindre une hausse du trafic. L'apport de la BAD nous a permis d'accroître notre capacité d'accueil de 6 millions de passagers pour atteindre 9 millions de passagers par an. Le Royaume ambitionne de renforcer la capacité et la sécurisation des infrastructures de transport en milieu rural, portant sur la réalisation de 15 560 km de routes. Pour ce qui est du renforcement des capacités ferroviaires sur l'axe Casablanca-Marrakech, plus de 10 000 mètres carrés de gares ont été construites, 141 km de voies ferrées équipées et 5 000 mètres carrés d'ateliers de préparation du matériel roulant construits.
La mise à niveau des équipements de sécurité au sol a par ailleurs permis de réduire le temps d'embarquement des passagers entre 10 et 30 minutes, avec pour objectif de le maintenir à 20 minutes. La Banque africaine de développement a mobilisé plus de 1,7 milliard d'euros depuis 1987 pour le financement de 15 opérations d'infrastructures de transport au Maroc à travers le programme de réforme institutionnelle, d'amélioration des services et de modernisation des infrastructures de transport. L'objectif étant de promouvoir la compétitivité logistique du Royaume pour en faire un hub régional en matière de transport. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.